il veut développer son modèle, il observe la façon dont les ouvriers travaillent, la façon dont les employeurs les recrutent. Alors, à l'époque, il faut savoir que quand un capitaliste voulait ouvrir un business, on est aux États-Unis, il apporte donc un capital, il apporte de l'argent, mais il n'apporte que ça. C'est-à-dire qu'il n'a aucune connaissance de la réalité des métiers nécessaires et des savoirs nécessaires pour produire ce qu'il voudrait produire. Il a simplement une intention, celle de faire fructifier son capital, éventuellement avec une idée plus précise qui est je veux vendre du mobilier ou je veux vendre des automobiles ou des vélos. Mais il ne peut pas aller plus loin et il est obligé de recruter des ouvriers de métier qui eux-mêmes vont embaucher des compagnons et ensemble vont définir l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'ils vont travailler selon les règles de leur métier et l'employeur ne peut pas s'immiscer dans cette situation parce qu'il n'a pas de connaissance des métiers nécessaires. Et Taylor dit, j'observe une situation catastrophique. J'observe que les ouvriers procèdent à une flânerie systématique. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas aussi vite qu'on pourrait imaginer qu'ils puissent travailler et ils semblent avoir une allure modérée qui est nocive pour la productivité. Alors il dit, voilà, je peux les comprendre. Ils veulent défendre leurs intérêts, c'est-à-dire ne pas trop se fatiguer, s'économiser, ne pas s'user, ne pas risquer des accidents. Donc voilà, ils prennent leur temps. Et puis aussi, peut-être qu'ils ne veulent pas travailler plus que ce qu'ils estiment convenable par rapport aux tarifs auxquels ils sont payés. Donc voilà, ils gèrent tout ça, les ouvriers. Et puis, de son côté, que peut le patron quand il voit que dans les ateliers, ça ne travaille pas très vite ? Il peut pas grand-chose. Il peut pas leur dire comment il faut qu'ils travaillent. Donc la seule chose qu'il puisse faire, et il dit, je considère d'ailleurs que c'est du despotisme arbitraire, il ne peut que baisser les tarifs. Il dit, voilà, si vous travaillez aussi peu vite, moi, je baisse les tarifs auxquels je vous paye. Et en rétorsion, que font les ouvriers ? Ils flânent encore plus. Voilà. Ça, c'est la perception qu'a Taylor de la situation qu'il observe à la fin du 19e siècle dans les entreprises capitalistes. Et c'est là où c'est très intéressant et on verra que tout nouveau modèle qui se met en place repose sur deux éléments. Il y a un élément idéologique, c'est-à-dire qu'il faut justifier, légitimer l'organisation du travail qu'on va inventer. Et puis, il y a évidemment l'organisation technique concrète du travail qu'on va mettre en place. Mais la dimension idéologique est très très importante et on l'a beaucoup sous-estimée, je trouve, autant les sociologues que les économistes et peut-être les philosophes. Je m'avance peut-être, mais bon. Donc Taylor, il sent très bien que s'il veut inventer un nouveau modèle, il lui faut paraître juste. C'est le mot anglais qu'il utilise tout le temps, c'est fair. A fair man, un homme honnête, un homme juste. Donc il se veut honnête, il se veut au-dessus de la mêlée. Donc il ne veut prendre ni le parti des patrons, dit-il, ni le parti des ouvriers. Il veut prendre le parti de la nation, des intérêts supérieurs de la nation et défendre les citoyens américains, les consommateurs américains qui sont, dit-il, les premiers lésés par cette faible productivité. Bon. Si les ouvriers ne travaillent pas à l'allure à laquelle ils devraient travailler, ça se traduit par peu de produits qui sont chers. Et effectivement, c'est, dit-il, une catastrophe du point de vue du marché économique et du point de vue de la satisfaction des besoins des citoyens américains. On ne peut pas rester dans cette situation. Donc il dit, il faut un nouveau modèle, il faut inventer un modèle, il faut inventer une organisation du travail. Et il a une idée qui est extrêmement intelligente, astucieuse, et qui est véritablement une idéologie. En réalité, il dit, voilà, pour réconcilier les patrons et les ouvriers, il faut prendre le point de vue de la science. C'est pas le patron qui doit décider, c'est pas les ouvriers qui doivent décider comment il faut travailler, c'est la science. Parce que la science est neutre, la science est impartiale, la science est objective, elle ne peut pas se tromper et elle va définir la manière la plus efficace de travailler qui va nous permettre d'avoir une productivité la plus élevée possible et donc de satisfaire pour le mieux les intérêts des citoyens américains. Et donc il prétend qu'il faut faire venir aux côtés de l'employeur des ingénieurs qui ne vont pas simplement s'occuper de faire marcher les machines, mais qui vont organiser le travail. Et comment ça se passe ? Alors, ça se passe d'une manière qui est intéressant de regarder de près, c'est les ingénieurs vont dans les ateliers,
Ils chronomètrent, ils observent, ils notent. C'est-à-dire que, en gros, s'imprègnent complètement des savoirs, des métiers des ouvriers, et ils ramènent tout ce corpus de connaissances, de règles de métier, de savoir dans leur bureau. Et là, ils vont les dépecer. Et c'est ce qu'on connaît le mieux, en tâches élémentaires extrêmement simplifiées, c'est-à-dire qu'ils vont éclater les métiers en tâches élémentaires extrêmement simplifiées, qu'ils vont infliger aux ouvriers en leur disant « vous devez vous conformer strictement à ces tâches telles que nous les avons pensées, telles que la science les a pensées pour vous, avec des gammes opératoires donc très précises et avec des délais alloués, c'est-à-dire un temps pour le faire. » Voilà. La logique, c'est celle-ci. C'est la science qui va définir la manière de travailler. Et si on a des tâches répétitives et simplifiées, les ouvriers pourront acquérir une dextérité très forte et donc la productivité sera meilleure. Et ce sera ce qu'il a appelé la one best way, la seule et meilleure manière de s'y prendre pour travailler. Bon. Mais ce qu'il ne dit pas, et ce qui est la réalité de sa démarche, c'est qu'en réalité, il va tout simplement dépouiller les ouvriers de leur savoir, de leurs connaissances, de leur métier, pour les transférer dans les bureaux aux côtés du patronat et qui vont être les détenteurs des connaissances et de l'expérience et des métiers ouvriers. En gros, il a compris une chose, Taylor, c'est que le savoir, c'est du pouvoir. Et que si on laisse le savoir aux ateliers, aux ouvriers, eh bien c'est eux qui détiennent le pouvoir et eux ils peuvent imposer leur manière de procéder, leur rythme et donc mettre en péril la bonne fructuation du capital de l'employeur.